Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Avant de nous plonger dans les actualités spatiales, je souhaite vous parler d'un objet fascinant. Ce que vous avez sous les yeux est mon stylo Overpen de la marque Novium, notre sponsor du jour. Novium fabrique des produits haut de gamme pensés pour stimuler la créativité et la curiosité. Le stylo Overpen semble, comme vous pouvez le voir, léviter sur son socle. Dans la version interstellar, celle que je possède, il est incliné à 23,5 degrés, l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. C'est un très bel objet qu'on se surprend à manipuler en permanence. Il est sur mon bureau de travail et quand je fais mes montages, je ne peux m'empêcher de le faire tourner, c'est vraiment addictif. Il s'agit également d'un très bon stylo qui permet une écriture agréable et très précise. C'est parfait pour un cadeau original, pour vos proches ou pour vous-même, il faut parfois se faire plaisir. Plusieurs coloris sont disponibles, Space Black, Starlight Silver, Mars Magma et Neptune Blue. Il existe même des versions plus premium dont une intègre de véritables fragments de météorites certifiés. Ils sont issus de la météorite Muoniona Lusta, elle-même âgée de 4,56 milliards d'années. Elle est plus vieille que la Terre. C'est très certainement le matériau le plus ancien que vous croiserez dans votre vie. Novium propose également l'Overpen Future Edition qui se niche sur un socle encore plus incliné. Il possède une mine interchangeable, plume ou roller. Grâce au code promo Hugo Lisoire, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur tous les stylos Overpen Novium en passant par le lien en description ou en scannant le QR code qui s'affiche maintenant à l'écran. Allez, sur ce, nous, on reprend les actualités spatiales. À quoi ressemble un trou noir ? Normalement, il ne ressemble à rien. Il n'émet ou ne reflète aucune lumière. Il absorbe même en deçà d'une certaine limite, son horizon des événements. Un trou noir doit donc être, comme son nom l'indique, complètement noir. L'environnement immédiat d'un trou noir est cependant une affaire complètement différente. Il déforme le chemin qu'emprunte la lumière autour de lui, créant des lentilles gravitationnelles. S'il est entouré de matière, celle-ci est étirée et accélérée dans un disque d'accrétion avant de tomber définitivement dans le trou noir. Les disques d'accrétion des trous noirs supermassifs, ceux qu'on trouve au centre des galaxies, semblent faire partie des objets les plus lumineux de l'univers. La matière y subit des contraintes telles qu'une grande partie de son énergie est convertie en lumière. Comme les trous noirs supermassifs se trouvent généralement dans la partie la plus dense des galaxies qui les abritent, il reste cependant difficile de faire la différence entre la lumière issue de ces disques d'accrétion et la lumière issue des amas d'étoiles environnants. C'est pourtant l'exploit que l'Event Horizon Telescope est parvenu à accomplir par 2 fois. Il a pu imager l'environnement immédiat du trou noir central de la galaxie M87 en 2019, avant d'imager celui du trou noir supermassif de la Voie lactée quelques années plus tard. Ces images très impressionnantes ont fait le tour du monde. C'était la première fois qu'on pouvait effectivement voir un trou noir, ou du moins son environnement le plus proche. L'Event Horizon Telescope n'a cependant pas arrêté ici son travail. En 2021, une image en lumière polarisée du trou noir de la galaxie M87 a été publiée. La lumière peut être polarisée quand ses oscillations prennent une orientation privilégiée. C'est invisible à l'œil nu, mais on peut le mettre en évidence avec des instruments. Toutes les sources de lumière ne produisent pas une lumière polarisée. C'est souvent sous l'influence d'un champ magnétique puissant qu'un tel phénomène se produit. L'image de M87 montre clairement de forts signes de polarisation. Ce sont les lignes spiralées que vous pouvez discerner sur cette photo. Elles nous révèlent que ce trou noir possède probablement un champ magnétique puissant. Voilà quelques jours, les équipes de l'Event Horizon Telescope ont publié une image du trou noir central de la Voie lactée en lumière polarisée. La ressemblance avec l'image de M87 est frappante. On retrouve encore une fois ces lignes spiralées, signe de l'influence d'un champ magnétique puissant. Il est difficile de produire des conclusions définitives à partir des 2 exemples, mais il semble que les champs magnétiques ne soient pas rares au niveau des trous noirs supermassifs. Ces champs magnétiques présentent des lignes très courbes. Ils semblent entraîner dans les déformations extrêmes de l'espace-temps qui accompagnent un trou noir. Cette similarité entre M87 étoile et Sagittarius A étoile, le trou noir central de la Voie lactée, pose aussi quelques questions. Le trou noir central M87 émet un jet, il est très visible sur les clichés qu'on peut faire de la galaxie. Le trou noir central de la Voie lactée, qui semble être dans une configuration similaire, ne semble pas produire le même effet, ou du moins on ne l'a jamais détecté. Il y a là peut-être un signe que Sagittarius A étoile possède un jet caché, invisible de notre position dans la Voie lactée. On a en tout cas dorénavant une excellente raison de le chercher.
On ne le trouvera peut-être jamais directement, mais si l'Event Horizon Telescope peut multiplier les exemples, on pourra éventuellement acquérir la certitude de son existence. Les efforts menés avec l'Event Horizon Telescope ont mis des années et des années avant de porter leurs fruits. C'est généralement le cas avec tous les programmes spatiaux. Les missions d'exploration auxquelles on assiste aujourd'hui ont parfois passé des dizaines d'années entre la première étude de faisabilité et les premières mesures in situ. Pour faire fonctionner ces calendriers, les agences spatiales doivent donc penser leur programme très longtemps à l'avance. Déjà aujourd'hui, elles s'interrogent sur les missions qu'elles mèneront en 2030, 2040 et 2050. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, a ainsi ouvert un programme qui se nomme Voyage 2050. Il est en charge d'identifier les futures grandes missions que mènera l'agence. En 2021, un premier grand axe a été défini. Une de ces futures missions devra s'attarder sur les lunes océans de Jupiter ou de Saturne. Dans un rapport publié la semaine dernière, une cible définitive a été identifiée. Il s'agit d'Encelade, la petite lune de Saturne. Un long article nous résume les raisons de ce choix. Dans la recherche de la vie au-delà de la Terre, Encelade constitue une cible parfaite. Déjà furtivement explorée par la sonde Cassini, elle a révélé un océan interne en contact direct avec son manteau rocheux. Ce type d'interface entre roche et eau liquide est considéré comme un milieu propice pour l'émergence de la vie. Titan et Ganymède, deux autres lunes considérées par le rapport, voient leur océan pris en sandwich entre des couches de glace et ne possèdent donc pas ces interfaces. Europe a probablement son océan en contact avec son manteau rocheux, mais c'est moins certain que pour Encelade. Des 4 lunes envisagées, Encelade possède par ailleurs le meilleur profil chimique. On y a détecté du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, du phosphate et probablement du soufre. Tous ces éléments sont considérés comme fondamentaux pour la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Enfin, la Lune possède des geysers qui expulsent la matière issue de son intérieur, et donc de son océan directement dans l'espace. C'est une manière beaucoup plus simple qu'un forage pour analyser un échantillon. Au niveau de son pôle sud, Encelade possède la croûte la plus fine des 4 lunes envisagées. Elle est estimée à 5 km de profondeur seulement avant d'atteindre l'océan. L'Agence spatiale européenne pense donc qu'elle a identifié une cible parfaite pour une de ses futures grandes missions d'exobiologie. Celle-ci sera chargée d'identifier la dynamique entre l'océan de la Lune, sa surface et le milieu environnant, et de chercher les traces d'une chimie prébiotique et de biosignature. La sonde pourrait éventuellement traverser les geysers du pôle sud, voire se poser à la surface. L'ESA a bien des années devant elle pour définir l'architecture idéale. Le lancement est envisagé entre 2040 et 2045. Parmi les questions qu'il faudra résoudre, il y aura celle de la source d'énergie. Difficile d'imaginer exploiter des panneaux solaires au niveau de la géante aux anneaux. L'Agence spatiale européenne nous dit cependant que le recours à des radioisotopes est exclu. On attendra donc d'en savoir plus. Il est en tout cas stimulant de voir l'Europe se fixer un objectif aussi ambitieux, en dehors d'une collaboration transatlantique. Une mission vers Encelade pourrait produire des résultats scientifiques phénoménaux et nous offrir une nouvelle fenêtre de compréhension sur l'histoire de la vie dans le système solaire et dans l'univers. On attendra donc très patiemment de découvrir plus en détail cette mission. Toujours en Europe, on est bien évidemment obligé de revenir sur l'annonce faite voilà quelques jours d'un financement massif aux micro et mini lanceurs français. On a dédié tout un DNDE Live, 2 heures de discussion au sujet la semaine dernière. Revenons donc rapidement sur les principaux éléments à retenir. L'État français va investir 400 millions d'euros dans 4 nouveaux projets de fusée. Il s'agit de ceux portés par les entreprises Maya Space, Sirius Space Service, Hyperspace et Latitude. Il ne s'agit pas d'une aide sous forme de subvention. L'État a décidé d'accorder directement par l'intermédiaire du CNES des contrats de lancement. Le CNES va donc devenir client de ces entreprises. C'est le modèle américain qui a si bien réussi à SpaceX, Rocket Lab et bien d'autres. Maya et Sirius vont donc lancer des charges utiles de 800 kg environ en orbite héliosynchrone, tandis que Hyperspace et Latitude lanceront des charges de 50 kg en orbite basse.
Toutes ces entreprises disposent donc maintenant de solides contrats qui devraient notamment leur permettre de rassurer les investisseurs pour effectuer des levées de fonds encore plus importantes. La France annonce ainsi qu'elle prend très au sérieux la compétition sur les micro et mini-lanceurs voulus par l'ESA. À en croire Philippe Baptiste, le patron du CNES, la situation est critique. Je cite, « L'industrie spatiale européenne, qui est largement française, est en danger aujourd'hui. Notre industrie ne pivote pas assez vite. Il faut bouger rapidement, réduire les cycles, les coûts, sinon on va tous crever. » Fermez les guillemets. Cette déclaration concerne notamment Ariane 6 qui ne semble pas parvenir aux objectifs de réduction de coûts voulus lors de sa conception. L'Europe fait face à une concurrence exacerbée et avec le Starship qui commence à pointer le bout de son nez, on comprend que celle-ci ne va faire que s'aggraver. Il apparaît donc plus que nécessaire d'aller chercher des ruptures dans les technologies, les modes de production et même la mentalité du spatial européen. Il en va de l'avenir à moyen terme de l'industrie. Les Américains de leur côté continuent de penser plus gros et plus vite que tous les autres. En témoigne ce diagramme de la station spatiale Orbital Reef publié la semaine dernière. Il nous montre une architecture un peu plus simple et réaliste que celle qui nous avait été présentée auparavant. Orbital Reef est une station destinée à l'orbite basse terrestre. Elle est développée conjointement par Blue Origin et Sierra Space. Sierra fournira notamment le module gonflable Life qu'on discerne à gauche. Dans cette configuration, la station offrirait 91% du volume de l'ISS en seulement 4 modules. Le tout bénéficierait de 60 kW de puissance électrique et d'installations permettant de faire de la recherche poussée. Jusqu'à 10 personnes pourraient y prendre place. Cette configuration pourrait intéresser la NASA. Toutes les capacités de l'ISS pourraient en effet y être retrouvées, voire augmentées. Il faut bien évidemment que le coût projeté soit réaliste. Blue Origin et Sierra Space sont en compétition avec d'autres architectures, dont celle de Voyager et Airbus, qui bénéficient d'un certain soutien européen. Tout comme pour les nouveaux lanceurs français, c'est donc au terme d'une féroce compétition qu'on pourra discerner les gagnants. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernière Nouvelle des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime, le lien pour y assister est en description. Je vous rappelle que vous avez 10% sur tous les stylos Overpen de Novium, notre sponsor du jour. Pour en profiter, utilisez le code HugoLisoire ou scannez le QR code qui s'affiche actuellement à l'écran. Et n'hésitez pas également à consulter nos sources ou à poser vos questions et remarques en commentaire. Nous on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.